Bienvenue à cette visio du Centre national d'agroécologie. Moi, c'est Martin, je suis votre animateur ce soir. Comme d'habitude, je vous rappelle, je travaille à mi-temps au Agroli comme conseiller terrain et à mi-temps au Centre national d'agroécologie sur tout ce qui est expérimentation et journalisme agricole. Donc, faire émerger les bons retours terrain existants. Pour rappel, le Centre national d'agroécologie, c'est une association. Donc, si vous voulez participer à l'association, venir co-déposer des appels à projets avec nous ou documenter des pratiques que vous mettez en place et qui seraient intéressantes de partager au plus grand nombre, bah, n'hésitez pas à nous faire un petit mail ou un petit message sur le formulaire contact de notre site web. Bien sûr, on répond. Et aussi, on a un groupe WhatsApp où on est à peu près 250-300, où on échange de sujets divers et variés sur tout ce qui est agronomie, bien sûr, sans idéologie et sans barrière. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire un petit message. Je vous ajouterai avec grand plaisir. Donc, ce soir, on a deux invités de marque, deux copains, Adrien du CER et Antonin, mon collègue Antonin d'Agroli. Euh, donc, vous allez chacun présenter ce que vous avez vu dans des pays étrangers. Adrien au Royaume-Uni et Antonin au Canada et aux USA. Euh, donc, Adrien va commencer à présenter ce qu'il a vu. Mais avant ça, peut-être je vous laisse chacun vous présenter en trois mots la structure pour laquelle vous travaillez et ce que vous faites. Peut-être, Adrien, si tu veux démarrer. Bah, moi, j'ai une présentation dans mon diapo, donc si Antonin, Ok, très tu, bien. tu veux te présenter. Ouais, j'avais une présentation aussi, mais ça va être très vite fait. Donc, Antonin Fourvel, donc, comme l'a dit Martin, agronome chez Agroli, voilà, sur le secteur Champagne-Bourgogne. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Agroli? Agroli, c'est une société donc, de conseil indépendant d'accompagnement agronomique envers les agriculteurs pour faire en sorte d'optimiser leur système et leur faire tendre en fait à faire en sorte que leur système soit le plus performant possible d'un point de vue économique et environnemental, et plus particulièrement axé sur tout ce qui est l'agriculture de conservation des sols notamment. Voilà, brièvement. Et pour vous décrire un peu le voyage que j'ai effectué, donc je suis parti aux États-Unis 6 mois, travailler donc au Rodel Institute, voilà, donc il y a un centre de recherche américain indépendant. Et après, j'ai profité de mon séjour donc sur le continent américain pour rencontrer Louis Pérus, qui est un conseiller indépendant au Québec de SCV Agrologie. Donc j'ai accompagné sur un tour de plaine, un grand tour de plaine, pour rencontrer ces agriculteurs et découvrir un peu sa démarche au Québec et comment le semi-direct sous couverture végétale peut être mis en place dans les conditions pédoclimatiques du Québec. Voilà. Juste avant, Adrien, que tu continues, pour rappel pour tout le monde, il y a un chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À la fin de la présentation donc de Adrien et de Antonin, on prendra un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, on les relira toutes par la suite. Adrien, c'est à toi de Parfait. présenter. Donc, je partage mon écran. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est plutôt bon pour nous, ouais, tu peux y aller. Je vais utiliser le pointeur. Donc, bah, merci beaucoup, Martin, pour l'invitation. Donc, moi, je vais vous présenter mon retour d'expérience de mon stage en Angleterre que j'ai réalisé l'été dernier. Alors, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Adrien Huyot. Je suis en quatrième année d'école d'ingénieur à l'ESA d'Angers. Et dans le cadre de mon cursus ingénieur, j'ai réalisé une mission, ce qu'on appelle une mission internationale. Donc, c'est une mission de 9 semaines qu'on doit réaliser dans une entreprise à l'étranger. Et je suis également en apprentissage. Donc, je réalise mon apprentissage au CERF France Mayenne Sarthe. Donc, le CERF France est très connu pour tout ce qui est conseil et comptabilité. Et nous, au CERF France Mayenne Sarthe, depuis 2017, on a développé un service agro. Donc, on accompagne 250 agriculteurs environ sur la Mayenne et la Sarthe, sur les thématiques d'agronomie et tout plus globalement l'agriculture régénérative. Cet été, donc j'ai travaillé à la mi-temps sur une ferme, sur une exploitation, et il s'avérait que cet agriculteur était aussi conseiller indépendant et enfin conseiller en agronomie. Donc cet agriculteur, c'était Ben Taylor Davis, donc il se définit plutôt comme un consultant qu'un conseiller. Il est lauréat Newfield 2017. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la bourse Newfield, c'est une bourse d'études qui permet aux lauréats de partir voyager dans le monde sur un sujet d'études
en lien avec l'agronomie, bien sûr, enfin l'agriculture plus largement. Et donc, lui, il a choisi de travailler sur la gestion du vulpin dans les agrosystèmes. Donc, ils ont des gros problèmes de vulpin, eux, en Angleterre. Et donc, lui, il a travaillé là-dessus. Et comme je l'ai dit, il est également agriculteur. Donc, Ben, il cultive une ferme de 224 hectares qu'il a repris de son père. Une ferme qui est située au sud-ouest de l'Angleterre, à 10 minutes, à 10 minutes de la frontière avec Cardiff. Donc, sur sa ferme, il cultive plusieurs cultures, du blé, de l'orge de printemps, du triticale, du colza, de la pomme de terre. Et son père a planté il y a 25 ans 1 hectare de vigne. Donc, il a aussi 1 hectare de vigne. Il a également des animaux, donc 220 brebis et 50 vaches allaitantes de race Angus. Ce qui m'a beaucoup marqué sur sa ferme, c'est cette volonté qu'il a de toujours vouloir accueillir du public sur sa ferme. Donc, il accueille énormément de public, il fait beaucoup de visites et il parle vraiment de ce qu'il met en place sur son exploitation. Donc, il parle beaucoup d'agriculture régénérative et il a cette volonté vraiment de recréer un lien entre le grand public et le milieu agricole. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, donc, ça met un peu de temps l'exposition. Voilà. Donc là, vous avez un exemple du pâturage qui est réalisé sur son exploitation. Donc là, on est dans son vignoble. Son vignoble, il est conduit en... C'est une vigne qui est conduite en double rideau de Genève. Donc, on n'est pas habitué à ça. C'est une vigne qui est en T pour maximiser les rayonnements lumineux, enfin, solaires et la photosynthèse. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de lumière finalement en Angleterre. Donc voilà, et donc, là, on voit la photo de gauche et avant pâturage. Et 3 jours après la photo de droite, 3 jours après le passage des brebis. Donc là, on a une utilisation du pâturage. Bien sûr, il utilise aussi les brebis pour pâturer les couverts et valoriser ces prairies naturelles euh, qu'il ne peut pas cultiver. L'autre point important qui m'a marqué, c'est la volonté de Ben et plus largement les agriculteurs anglais de diversifier leur activité. Euh, donc là, on a... ça- ouais, le stylet bug un peu. Euh, Ça, c'est enfin, une phrase extrait de l'équivalent du ministère de l'Agriculture en Angleterre. Donc, entre 2014 et 2017, 70% des fermes en Angleterre ont entrepris une diversification de leur activité. Et là, ici, quand je parle de diversification, c'est une diversification hors agricole. On n'est pas sur une diversification agricole. Et à titre de comparatif, en France, c'est 14% des exploitations agricoles qui ont une activité de diversification hors agricole. Donc, c'est pour vous montrer le décalage. Euh, et donc, lui, il a monté plusieurs ateliers de diversification. La photo au milieu, je n'utilise pas le curseur parce qu'il bug. La photo au milieu, c'est donc un magasin à la ferme. Donc, lui, il parle d'Honesty Shop. Donc, ça veut dire que les gens viennent se servir. Il y a un TPE et les gens payent via le TPE sans qu'il y ait personne. Il n'y a jamais personne pour encaisser enfin, les clients dans le magasin. Donc, le magasin est en libre service. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et vous voyez, donc en bas à gauche, et en bas à droite, c'est deux autres diversifications qu'il a développées, dont il est propriétaire des locaux, mais par contre, c'est quelqu'un d'autre qui gère l'entreprise. Et donc en bas à gauche, c'est un atelier de boissons fermentées de kéfir de fruits qui marche plutôt bien. Et en bas à droite, c'est une brasserie qui utilise l'orge produite sur l'exploitation pour faire de la bière. Et donc, tous ces deux diversifications-là ne sont pas directement liées à Ben, mais lui, il touche une partie du chiffre d'affaires et puis il est propriétaire des locaux. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu la même chose qui se passe en Angleterre et principalement chez ses clients. Donc, en bas à gauche et en haut à droite, c'est un magasin à la ferme.
Donc, c'est un magasin de la ferme qui s'apparente maintenant à un supermarché où on peut trouver tous les produits nécessaires. C'est-à-dire que les personnes viennent ici et peuvent faire toutes leurs courses dans ce même magasin. Et on trouve principalement des produits à la ferme. Donc, c'est très intéressant. En haut à gauche, c'est un espace de jeu qui a été créé dans une ferme également, une ferme qui produit des cochons. Et donc, ils ont créé tout un espace de jeu pour enfants, ainsi qu'un restaurant, une salle de réception pour les mariages, et c'est tout, c'est déjà pas mal. Et donc, ils ont créé tout cet aspect-là enfin, d'accueil pour les enfants, les parents, et à côté avec un restaurant autour de cet univers du cochon. Et donc, ça fonctionne très bien aussi. Et enfin, en bas à droite, donc là, c'est une diversification agricole. C'est un champ de citrouilles. Et donc, c'est un agriculteur qui a implanté 5 hectares de citrouilles. Et 2 semaines avant Halloween, il se met à vendre ses citrouilles. Donc, l'idée, c'est que les gens viennent en famille, cueillir leurs citrouilles. Il la vend entre, je sais plus, 15 ou 20 euros la citrouille. Et il l'utilise ensuite pour Halloween. Donc, ça, c'est une des diversifications sur le coup, qui me faisait beaucoup rire, mais que je trouve, avec du recul, plutôt intéressante. Après, il faut savoir qu'en Angleterre, ils sont férus d'Halloween. On l'est un peu moins en France. Et il me disait qu'en 2 semaines, il faisait 60 000 euros de chiffre d'affaires, rien qu'avec cette vente de citrouilles. Donc, un conseil en agriculture régénérative. Ben, il accompagne 300 clients, principalement en Angleterre, mais aussi en Afrique du Sud, en Rwanda, Zambie, Mozambique et aux États-Unis. Il est principalement basé sur l'agriculture régénérative, mais pas que. Comme je le disais, il adopte aussi une réflexion autour de la diversification des exploitations. Il a une vision holistique des exploitations. Et ces sujets, ces axes de travail principaux, c'est notamment autour de la biologie. Donc, on va en reparler, mais du Bokashi Johnson Su, il travaille avec des hydrolysats de protéines. Donc, vous voyez sur les deux photos à droite, donc ça c'est où il produit son Johnson Su. Et là, en bas, vous avez son outil pour extraire les micro-organismes contenus dans le Johnson Su. Je vais vous expliquer ce que c'est ensuite. Donc, il travaille beaucoup sur la biologie, ça m'a surpris. Sur l'intégration des animaux avec le pâturage découvert, ça aussi, a intégré le 5e point de l'agriculture régénérative. Et il est beaucoup sur la diversité, donc que ce soit des couverts, des cultures, et comme je le disais, de la ferme en général. Donc Ben, il travaille aussi chez lui et avec ses clients sur le colza associé. Donc, il sème du colza, du sarrasin, de la veste velue, du trèfle d'Alexandrie et du trèfle blanc avec ce semoir. Donc, c'est un claydon à dents fines, dents étroites. Donc, rien de nouveau a priori par rapport à ce qu'on pourrait connaître en France. Donc là, vous avez une photo du colza associé au 2 octobre. Et là, une photo au 10 novembre, ce que ça peut donner. Donc, on voit que le trèfle d'Alexandrie a explosé et qu'en dessous, on a du trèfle blanc qui est bien présent et la veste velue. Ce qui le différencie de ce qu'on connaît en France, c'est que lui, il veut récolter la veste et le colza en même temps. Donc, lui, l'idée, c'est de récolter les deux plantes. Donc là, vous avez une photo en haut à droite. Donc je sais même, c'est après floraison du colza. Je ne sais pas quand elle a été prise, mais on voit que toute la veste velue est en fleurs. Donc ça fait un grand nuage violet comme ça. C'est magnifique. Et donc lui, il veut récolter les deux. Donc pour récolter les deux, il est obligé de l'endainer. On voit la photo en bas à droite pour synchroniser les maturités des deux plantes. Et son idée, c'est de faire à peu près entre 25 et 30 quintaux de colza et 10-12 quintaux de veste velue vendus à peu près 4 000 euros la tonne. 4 000 euros la tonne et ils vendent ça en semences de couvert. Donc l'idée, c'est que le sarrasin et le trèfle d'Alexandrie gèlent pendant l'hiver et qu'il reste ensuite le colza et la veste velue. Si vous vous rappelez bien au début, j'ai dit qu'il se met aussi du trèfle blanc. Il a un dernier objectif avec ce mélange, c'est de pouvoir
le pâturé, le pâturé après récolte de la vesvelue et du colza. Donc là, vous voyez ce que ça donne après récolte. Donc le problème enfin le problème qui n'en est pas un, mais il faut savoir que enfin, et vous savez la plupart que la biomasse du trèfle blanc, elle va être inversement proportionnelle à la biomasse de la vesvelue et du colza. Ça se comprend. Plus on a une biomasse de colza vesvelue importante, moins on aura de lumière pour le trèfle. Donc cette année, c'est ce qui s'est passé. Il y avait une biomasse complètement folle de Vesvelu de colza. Et donc le trèfle blanc s'est bien développé que dans les passages de traitement. Là, on les voit, les passages de traitement au milieu des bandes. Et donc il ne peut pas gagner à tous les niveaux. Mais l'idée, c'est que si le colza et Vesvelu se développent mal, il a encore le trèfle blanc qui peut valoriser en pâturage par ses moutons. Donc, voilà pour le colza associé. Ben pratique également, là, donc ça se met pas dans le bon sens, c'est pas grave. La pomme de terre, donc il essaye de la mener en ACS. Donc pour ce faire, il sème un mélange de couverts. Donc là, on voit un peu la composition du mélange qui sème avant pomme de terre. Donc il y a un mélange multi-espèces. On voit du trèfle incarnat, il y a du sarrasin, de la vesvelue, plusieurs crucifères, plusieurs céréales, du lin, de la facélie et du tournesol. Je crois que j'ai fait le tour. Et là, on a une photo à droite de ce que ça peut donner avant plantation de la pomme de terre. Euh, il réalise une fertilisation plutôt classique avec une fertilisation de fond, enfin de fond. Il apporte du calcium, du bore et de la potasse avant plantation et après plantation, il apporte de la potasse. Mais ce qui m'intéressait principalement, c'est la fertilisation qu'il met dans la butte. Là, je parle de fertilisation, mais en fait, il n'y a rien de minéral dans ce qu'il met. Donc, tout d'abord, il met un mélange de micro-organismes donc là, c'est Pseudomonas bacillus, c'est le mélange, c'est un produit du commerce qu'il achetait avant. Et maintenant, il est plus parti à mettre du Johnson Su dans la butte. Donc, on va voir ce que c'est ensuite. Mais donc, il met des micro-organismes dans la butte de pommes de terre. Et pour nourrir toute cette vie, il met 3 litres hectares de mélange d'acide fulvique et acide hulmique et des extraits d'algues ou des hydrolysats de poisson, de poissons, pardon, ça dépend de ce qu'il trouve. Donc, c'est des produits à base d'oligo-éléments d'acides aminés et qui sont encore une fois pour nourrir toute cette biologie. Et le pilotage de la nutrition des pommes de terre se fait par les analyses de feuilles. Et donc, après tout, la plupart des produits passent en fertilisation foliaire. Le Johnson Su, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un compost qui a été inventé par David Johnson et sa femme, Madame Su, d'où le nom Johnson Su. Et l'idée, en fait, c'est de multiplier les micro-organismes endogènes à la ferme dans un compost. Donc là, lui, Ben, il mélange plusieurs matériaux, donc des fientes de volaille, du fumier de cochon, de l'ensilage de maïs, du foin de trèfle, de la paille de lin et de la paille de blé. Donc l'idée, c'est de mélanger le plus de sources différentes possibles. Et donc, plus cette source de ces sources de matière brute contiennent des micro-organismes. Et ensuite, on utilise cet outil-là. Donc là, c'est simplement la cage qui est autour des IBC de 1000 litres, pas des cuves de 1000 litres. On enlève l'IBC, on garde la cage, on le grillage et on met 4 tuyaux de drainage, les tuyaux bleus que vous voyez ici, là. Et ensuite, on met la matière qu'on a mélangée, enfin hachée finement, mélangée de façon homogène et humidifiée, et on le met dans ce Johnson Soup. Ensuite, l'idée, c'est d'attendre 400 jours. Donc, pendant plus d'un an et demi, le compostage va se faire. Et ensuite, comme un thé de compost, on va pouvoir extraire les micro-organismes contenus dans ce compost. Et après, on peut les appliquer, que ce soit en enrobage de semences ou directement dans la butte de culture, comme on peut le faire le Ben. Ce qui est intéressant également, c'est que dans sa conduite de la pomme de terre en agriculture de conservation, il utilise des plants de campagne.
donc du sarrasin, du pois fourragé et de la veste velue, avec plusieurs objectifs. Donc, fixer de l'azote par les légumineuses, acidifier la rhizosphère avec, enfin, les trois plantes, et solubiliser le phosphore avec les légumineuses, mais aussi le sarrasin, bien sûr. L'idée, c'est qu'il y ait une acidification de la rhizosphère pour limiter le développement de pathogènes et tout ce qui est notamment maladie de peau sur les pommes de terre. Et donc là, il a des très bons résultats par rapport à ça. Et il a très peu de maladies de peau. Donc, comment ça se passe sur le terrain? Donc, l'idée, c'est il a juste soit broyé, soit passé un coup d'échauffeur à disque sur son couvert. Et ensuite, il vient directement planter ses pommes de terre avec cette machine. Donc, la machine, là, vous voyez devant, elle met les plantes compagnes avec la cuve qui est ici présente. Et ensuite, là, on voit le liquide. Donc là, en l'occurrence, c'est du Johnson Su qui met directement dans la butte. Et ensuite, il vient planter sa pomme de terre directement dans cette butte sans travail du sol préalable. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est quasiment euh, de la pomme de terre en agriculture de conservation. Donc, c'est relativement impressionnant comme machine, mais ça marche plutôt bien. Le problème qu'il a dans ses sols, c'est qu'il a des teneurs énormes en réserve de magnésium. Donc là, on voit pas, enfin, j'espère que vous voyez bien. Là, on voit qu'il y a 6 tonnes en réserve de magnésium, alors qu'on n'a que 3 tonnes de calcium. Et sur une autre parcelle de son exploitation, on a près de 8 tonnes, on a plus de 8 tonnes de magnésium en réserve. Donc ça, c'est le problème, c'est que ça confère au sol une structure très compacte et qui n'est pas forcément favorable au développement du tubercule. Donc, pour contrecarrer ça, il a développé cette petite machine qui lui permet d'apporter 3 tonnes de gypse à l'hectare. Donc, c'est énorme. Mais il apporte 3 tonnes de gypse à l'hectare pour arriver à floculer la butte de culture et permettre un développement optimal du tubercule avec, bien sûr, enfin, une bonne circulation de l'air. Il peut apporter des quantités si importantes parce il récupère du gypse qui est un déchet de la fabrication du placo. Donc les plaques de placo pour l'isolation des maisons, c'est du gypse et donc il arrive à récupérer du gypse pas peu cher via ça. Là, vous avez une parcelle donc, à droite avec Johnson Su, à gauche sans Johnson Su. Donc, ce qu'il observe, c'est qu'il arrive à maintenir une plante verte plus longtemps avec l'utilisation de Johnson Su. Donc là, je le répète, c'est que des observations de terrain. Il y a pas, c'est pas réellement scientifique. Mais voilà ce qu'il peut observer. Et il observe aussi moins de maladies de peau, parce que peut-être que les micro-organismes, c'est l'hypothèse qui fait que les micro-organismes contenus dans le Johnson-Su prennent la place et empêchent le développement de pathogènes. Donc, plutôt intéressant. Ce qui m'a marqué aussi sur son exploitation, c'est le fait qu'il y ait tout le temps des plantes en fleurs sur son exploitation. Tout l'été, pendant que j'étais, il y avait une plante en fleurs offrant la ressource aux auxiliaires. Et donc là, vous voyez, donc là, il y a une parcelle de pommes de terre. Et ces coins de champs de parcelles de pommes de terre ne sont pas semés parce que pour laisser la place aux machines de manœuvrer, donc elles ne sont pas plantées, pardon. Elles ne sont jamais plantées. Et donc lui, il s'est dit plutôt que rien mettre, je vais mettre une bande mellifère avec une bande fleurie. Donc, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il fait dans les coins de ses parcelles de pommes de terre. Et il fait également ça aussi dans les passages de traitement à l'intérieur de ses parcelles de pommes de terre. Il met des plantes mellifères. Il est féru de chasse et il chasse beaucoup en Angleterre aussi. Donc, il a aussi des bandes enherbées, enfin des bandes fleuries, encore une fois, pardon, des bandes fleuries pour le gibier, le petit gibier. Donc, la benne, il fait un peu plus d'1,80 m. Donc là, il était debout. Donc, ce que vous voyez de la plante, là, c'est de la chicorée. Et il l'a mis en association avec du milieu jaune. Donc, deux plantes très mellifères qui permettent d'attirer les auxiliaires. Donc voilà un peu pour ce que met en place Ben sur sa ferme. Durant mon stage, j'ai aussi eu l'occasion de travailler pour une grosse entreprise, donc l'entreprise Jeez. Donc c'est une entreprise internationale qui a plusieurs
locaux, enfin, en Angleterre, aux USA, en Pologne, en République tchèque, en Espagne et au Sénégal. Et donc, eux, ils cultivent à l'échelle internationale 17 000 hectares, dont 14 000 pour la production de légumes. Donc, ils ont un chiffre d'affaires de 550 millions d'euros, 9 000 salariés. Et eux, ils se différencient par le fait qu'ils vont de la production jusqu'à la vente, en passant par l'ensachage, le nettoyage des légumes, tout cet aspect-là. Euh, donc, c'est une entreprise très intéressante. Et ce qui les différencie, enfin, ce qui rend très intéressants, c'est qu'ils cultivent dans des tourbières, donc des sols qui vont entre 20 et 50% de matière organique. Donc là, on voit un profil de sol dans un sol de tourbière. Le sol est noir, quoi, c'est du terreau, et profond. Et on voit ici les pommes de terre qu'ils arrivent à sortir de ces sols, donc avec une biomasse végétale exubérante. Donc ces sols comme ça paraît très intéressant, mais il y a la grosse problématique liée à la mise en culture des tourbières, c'est que à l'échelle mondiale, les tourbières drainées, ça représente 15% des surfaces. Et par contre, engendre 5% des émissions de gaz à effet de serre. À l'échelle anglaise, les chiffres que j'ai trouvés, c'est que ça représente entre 18 et 23 millions de tonnes équivalent CO2. Donc ça nous dit 3 fois rien, mais c'est environ 2% des gaz à effet de serre annuels de l'Angleterre. Et donc, parallèlement à ça, l'Angleterre, elle a la volonté d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et donc, ces tourbières sont sur la sellette. L'État voudrait les réinonder pour limiter cette émission de gaz à effet de serre. Donc, à l'échelle de l'Angleterre, les tourbières, ça représente moins de 4% des surfaces, mais par contre, ça représente 7% de la production agricole. Donc, c'est leur grenier à blé. C'est comme nous, la bosse en France, eux, les tourbières, c'est vraiment leur grenier à blé. Et à titre d'exemple, la société Gees, là, elle approvisionne le marché anglais à 60% en laitue. Donc, c'est eux qui approvisionnent quasiment la majorité, enfin 60% en laitue. Et donc, ils se posent beaucoup de questions et notamment, ils ont envie de travailler sur l'agriculture régénérative euh, et comment la mise en place de l'agriculture régénérative dans leur système de production peut permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, moi, j'ai travaillé un peu avec eux là-dessus. C'est sur cette question, comment la limitation du travail du sol peut-elle permettre de réduire les émissions de CO2 en sol de tourbe? Donc là, on s'est focalisé sur la limitation du travail du sol, mais bien sûr, eux, ils travaillent sur tous les autres aspects de l'agriculture régénérative. Ils mettent en place des couverts, ils vont jusqu'à même faire pâturer les couverts. Mais nous, là, en l'occurrence, on s'est focalisé sur le travail du sol et l'effet du travail du sol sur les émissions de CO2. Et pour ce faire, j'ai utilisé le petit outil que vous voyez là. Donc, c'est une chambre de mesure qui permet de mesurer les émissions de CO2 en instantané et elle est couplée à un thermomètre qui permet de mesurer la température du sol, la température de l'air et l'humidité du sol. Donc voilà. Et donc là, je vais vous présenter les résultats, les principaux résultats que j'ai observés. Euh, donc encore une fois, j'ai pas pu faire assez de mesures pour que ce soit statistiquement fiable. Et donc, c'est juste, encore une fois, des tendances. Euh, mais il y a des choses que je trouve quand même intéressantes. Donc là, c'était dans une parcelle, si je me souviens bien, à environ 30% de matière organique. J'ai fait des mesures. Donc à chaque fois, je fais plusieurs mesures, une dizaine de mesures. Euh, donc avant travail du sol, juste après travail du sol et un jour après travail du sol. Donc là, rien de surprenant. On voit qu'on a une augmentation des émissions de CO2 en fonction du temps, juste après le travail du sol. Donc, qui dit travail du sol dit oxygénation du sol et minéralisation de la matière organique, donc dégagement de CO2. Euh, donc là, rien de surprenant. C'est peut-être les valeurs qui peuvent plus nous surprendre euh, et qui seraient, si on comparait à un sol en France, enfin un sol classique avec des taux de matière organique plus faibles, qui pourraient être vraiment importants. Mais je n'ai pas la comparaison en face, malheureusement.
Là, un peu plus intéressant, donc là, j'ai comparé deux parcelles côte-côte. Donc là, c'est avant décompaction, après décompaction. Et là, c'est avant semi-direct, après semi-direct. Donc là, le semi-direct, ça a été fait avec un Horsch Pronto, donc un semoir à disque, un semoir de semi-direct à disque. Et donc là, on voit que pour des valeurs de température de sol et de température de l'air équivalentes, on a une augmentation nette de la minéralisation, enfin pardon, des émissions de CO2 dues potentiellement à une minéralisation de la matière organique plus importante, alors qu'on n'a pas du tout, on n'observe pas du tout ce phénomène en semi-direct. On garde les mêmes valeurs d'émissions de CO2 euh, dans le sol. Donc là, ça montre bien l'intérêt du semi-direct pour ces sols, qui plus on les bouge, plus ils vont potentiellement émettre du CO2. Donc là, vous voyez l'outil de torture pour la décompaction. Donc c'est un EVA à 10 dents, hein, c'est un décompacteur EVA à 10 dents qui va jusqu'à 30-35 cm de profondeur, je crois. Et enfin, donc là, c'est le résultat qui m'a le plus surpris, parce que je ne m'attendais pas à trouver ces résultats-là. Donc là, encore une fois, je compare deux parcelles côte à côte. Euh, et donc là, on est sur un maïs, je compare un maïs en ITK classique, donc c'est-à-dire un maïs qui a été semé le 24 mai, après passage de Terrano, et un maïs qui a été semé en strip-till dans un couvert de pois seigle, si je me rappelle bien, et qui a été semé un jour après le 24 mai, je crois. Non, ou un jour avant le 23 mai, et l'autre a été semé le 24 mai. Donc voilà. Et donc là, on voit qu'on a des températures de sol et des températures de l'air équivalentes. Je vous dis ça à chaque fois parce que la température du sol et de l'air, c'est vraiment ce qui peut jouer également sur la minéralisation d'azote, ce qui joue beaucoup. Donc là, on voit qu'on a des valeurs équivalentes et on a également des valeurs équivalentes en émissions de CO2. Donc là, c'est un peu surprenant. Pour moi, j'avais fait l'hypothèse qu'on allait avoir des émissions de CO2 beaucoup plus faibles en itinéraire striptile à droite, mais ce n'est pas ce qu'on trouve sur le terrain. La seule chose qui change, c'est l'humidité du sol. Donc là, on était à 27% d'humidité dans la partie travaillée, contre près de 40% d'humidité dans l'ITK en striptease. Donc ça, c'est permis parce qu'on avait un gros mulch de surface qui a permis de maintenir l'humidité. Et j'ai mis l'hypothèse que donc on a pu maintenir l'humidité et donc les micro-organismes ont pu continuer leur activité. Et donc il y a une minéralisation de l'azote qui se fait et donc un dégagement potentiel de CO2. Donc là, c'est là où j'étais plus surpris. Et donc, ils vont refaire des essais l'année prochaine, enfin cette année, mais il faudrait arriver à évaluer la dynamique de minéralisation de l'azote dans le temps, enfin, en itinéraire travaillé, et faire la même chose en striptile pour voir comment ça fluctue. Parce que là, moi, j'ai un instant T, le maïs a été au stade 8-10 feuilles, mais il faudrait voir comment ça pour voir le décalage, enfin, comment la dynamique a lieu dans les deux systèmes. Donc voilà un peu pour les retours que je pouvais faire de cette exploitation. Donc un système très intéressant, beaucoup de pistes de réflexion à mettre en place. L'avant-dernier sujet que je voudrais aborder, c'est ce qu'on appelle le bokashi. Donc j'ai pu découvrir ça chez Ben. Lui, il en fait avec ses fumiers. Et aussi avec Andrew Sincock. Donc c'est la personne qui est juste ici, Andrew, qui est le directeur général de Agriton en Angleterre. Donc Agriton, c'est une société qui vend des EM. Ils ne vendent pas que ça, mais ils sont principalement connus pour les EM. Et donc là, on était chez un arboriculteur qui a des vergers et qui réalise un tas de bokashi pour répandre sur ses rangs de pommiers. Donc moi, c'est la phrase que j'aime bien dire, l'ensilage pour les vaches, le bokashi pour le sol. Donc le bokashi, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de faire fermenter les fumiers et les déchets organiques, en général les déchets verts. Donc c'est exactement comme un tableau d'ensilage, sauf qu'on fait fermenter de la matière organique qu'on souhaite épandre derrière dans les champs.
Pour la petite histoire, le bokashi, donc, ça a été inventé dans les années 80 par le professeur Teruo Iga, qui est un japonais. Et donc, c'est une méthode de conservation des effluents par voie fermentaire. Et pour la petite anecdote, ce terme japonais signifie fumier bien fermenté. Donc, on est sur une fermentation anaérobie facultative en utilisant des bactéries lactiques. À la base, c'est une méthode permettant de traiter les déchets alimentaires, mais qui peut tout à fait décliner à un usage agricole. Et ce qui est très intéressant, c'est que les conditions anaérobie pardon, et acides du bokashi permettent de supprimer les pathogènes. Donc, on va le voir ensuite, mais dans un tas de compost, la suppression des pathogènes elle est faite par la montée en température. Dans le bokashi, c'est fait par les conditions sans oxygène, en absence d'oxygène et l'acidité. Euh, J'aime bien préciser également que le bokashi, c'est une méthode de conservation des effluents, mais s'il y a la possibilité d'apporter directement l'effluent, pour moi, ça reste la meilleure option. S'il y a un décalage dans le temps entre, par exemple, le curage de la stabule et l'application, là, le bokashi peut avoir toute sa place. Par contre, s'il y a possibilité d'épandre directement, il vaut mieux épandre directement les effluents. Donc, j'ai fait un peu de recherche bibliographique par rapport à ce produit-là. Et ce qui est le premier fait marquant, c'est qu'il n'y a pas de montée en température pour le bokashi. Donc là, on compare sur 2 années, 2013 et 2015, un compost et un bokashi. Et donc, on voit que donc, le compost, évidemment, lui, monte en température jusqu'à 70 degrés, au-dessus de 70 degrés. Donc, ça, c'est réglementaire. Pour parler de compost, il faut qu'il monte à plus de 70 degrés alors que le bokashi, lui, a aucune montée en température. Le fait de monter en température, c'est qu'on va brûler du carbone. Et ce carbone qu'on brûle, c'est du carbone qui peut potentiellement participer à nourrir la vie du sol, parce que le carbone, c'est enfin, j'ai perdu le mot, c'est ce qui fait vivre la vie du sol, pardon. Donc voilà. L'intérêt premier du bokashi, c'est qu'on maintient ce carbone. Donc là, un petit graphique enfin, un petit tableau pour l'illustrer. Là, pareil, c'est le même essai. Donc, vous avez les 2 années d'essai pour le bokashi et pour le compost traditionnel. Le tas de départ, donc on est parti sur environ 14 tonnes de matière, enfin, entre 12 et 14 tonnes de matière pour les deux modalités. Et là, on a le résultat après 6 semaines et après 8 semaines, enfin après 6 semaines en 2013, après 8 semaines en 2015 de l'évolution de la matière. Donc, on voit qu'on n'a quasiment pas perdu de matière pour un bokashi, alors que pour un compost traditionnel, on perd plus de 50% de la matière qui part principalement sous forme de carbone, on le voit ici, alors qu'on n'a quasiment pas perdu de carbone pour le bokashi. Au niveau de l'azote, on perd entre 9 et 16% d'azote avec le compost traditionnel, alors qu'avec le bokashi, on n'a quasiment pas de perte d'azote. Donc ça peut être intéressant aussi dans un contexte actuel où l'azote est encore cher, le prix des cultures est faible. Maximiser la valeur fertilisante de ces effluents de ferme prend tout son sens. Donc là, le bokashi peut permettre de répondre à ça. L'autre fait marquant, c'est le fait qu'il y aurait une accélération de la minéralisation de l'azote via le bokashi. Là, c'est un autre essai. Vous avez à gauche différentes matières issues de, enfin, c'est des déchets pardon, de l'agro-industrie qui sont mélangés à du bokashi. Et à droite, vous avez les mêmes matières qui ne sont pas mélangées à du bokashi. Et donc là, vous avez la minéralisation de l'azote en ordonnée. Et en abscisse, vous avez la durée d'incubation, donc le temps. Et on voit qu'on a une minéralisation de l'azote qui est beaucoup plus rapide globalement quand on mélange avec du bokashi par rapport aux matières qui sont mises seules. La seule matière pour laquelle ça ne marche pas, c'est la matière la PMS. Là. Donc, c'est des résidus de papeterie, des déchets de papeterie, donc des déchets avec un C/N très élevé. Donc, on se rend compte que quand on a des C/N très élevés où l'azote, enfin le carbone est très difficilement dégradable, avec des hauts taux de lignine, les micro-organismes contenus dans le bokashi n'arrivent pas à faire leur boulot. Donc là, on a une immobilisation de l'azote au détriment potentiellement de la culture. Mais globalement, quand on a laissé sur N autour de 20, là, on a en effet
intéressant du bokashi. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le bokashi. Je voudrais simplement finir ma présentation par ce que j'ai vu par rapport à l'évolution de la PAC en Angleterre. Donc, vous êtes tous au courant que enfin, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Et donc, ils ont complètement revu leur système agricole et la subvention du système agricole. Donc, comme nous, depuis 2010, ils touchaient environ, nous on touche un peu plus, mais eux, ils touchaient 4 milliards d'euros par an depuis 2010, divisé en deux piliers comme nous. Pilier 1, les DPB, donc les aides directes, 80% du budget, et pilier 2, donc 20% du budget, les éco-régimes, les paiements verts. Donc là, ils ont complètement changé de vision et ils adoptent la vision public money for public goods, donc argent public pour bien public. Et donc là, ils ont gardé le même budget, 4 milliards d'euros par an. Par contre, tout part en mesure environnementale. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de paiement direct. Tout, si l'agriculteur veut obtenir des aides, il est obligé de mettre des pratiques environnementales. Donc là, il y a trois programmes qui se distinguent, SFI et LNR à l'échelle des exploitations et à l'échelle des territoires, Landscape Recovery, qui se voit à l'échelle des territoires. Donc les deux programmes, premier programme ont pour but de promouvoir, enfin les trois programmes ont pour but de promouvoir la biodiversité, maximiser l'utilisation de l'eau, replanter des haies, mettre en place des couverts végétaux, enfin plein d'intérêts agroécologiques. Et donc ils se différencient juste du fait qu'ils ne sont pas à la même échelle. Et donc, l'objectif de cette nouvelle politique, c'est de favoriser la biodiversité, restaurer les paysages, promouvoir le bien-être animal et améliorer la productivité par l'achat de nouveaux équipements et technologies. Donc, c'est tout à fait intéressant ce qu'ils font et ce qu'ils mettent en place. Et si on fait le bien avec ce qui se passe en France, les manifestations où les agriculteurs français souhaitent être payés pour mettre en place des pratiques agroécologiques, et ben, c'est exactement ce qu'ils sont en train de mettre en place en Angleterre. Les agriculteurs sont payés pour mettre en place des haies. Ils sont payés aussi pour les entretenir. Là, c'est ce qui peut faire défaut en France. C'est qu'on veut mettre des haies, mais on n'aide pas les agriculteurs pour les entretenir. Eux, ils sont payés 10,50 € du mètre linéaire, si je me rappelle bien, pour entretenir les haies. Ils sont payés également pour mettre des couverts végétaux. Donc 150 € de l'hectare pour mettre en place des couverts végétaux. Donc 150 €, ça permet de largement payer un bon mélange de couverts et ça peut également permettre de commencer à payer l'amortissement du semoir. Donc c'est très intéressant et ils sont payés pour mettre plein de choses en place, plein d'autres choses en place. Donc l'ambition à l'horizon 2028, voilà, si ça va bien venir. C'est donc ça, c'est les mots que j'ai sortis des textes du ministère de l'Agriculture en Angleterre. C'est un secteur agricole renouvelé, produisant des aliments sains, destinés à la consommation nationale et internationale, où les exploitations agricoles peuvent être rentables et économiquement durables sans avoir besoin d'une aide extérieure. Donc là, on voit qu'ils ont complètement changé de paradigme et ils veulent faire des fermes autonomes moins indépendantes des subventions. Et l'autre citation, c'est l'agriculture et les espaces ruraux contribuent de manière significative aux objectifs environnementaux. Et là, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est cette vraie prise de conscience que l'agriculture est une des solutions vis-à-vis du changement climatique et des problèmes environnementaux. Et donc, ils veulent maximiser cet effet-là. Et donc, en chiffres, ils veulent au moins 70% des agriculteurs qui adhèrent aux deux premiers régimes, donc, qui ont lieu à l'échelle des fermes, et 10 projets à grande échelle, donc Landscape Recovery, couvrant 20 000 hectares d'ici 2024. Donc là, c'est des projets plus de par exemple, dont j'en parlais avant, de restauration de tourbières ou de plantation de forêts à grande échelle. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire ce soir. J'en finis avec cette citation de Gabe Brown que j'apprécie. Et je vous remercie pour votre attention.
Je laisse la main à Antonin. Ok. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, bien sûr, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On répondra à toutes les questions sur les présentations d'Adrien et d'Antonin après la présentation d'Antonin. Alors, je ne sais pas sur l'ordi de qui on est encore. Je crois qu'Adrien, tu présentes encore C'est ton écran. C'est sur bon, Adrien. j'ai enlevé C'est le bon. partage. Alors, ok. C'est bon. C'est bon. Alors, bonjour. Donc, je me représente bref rapidement. Donc, Antonin Fourvel, je suis agronome chez AgroLigue sur le secteur Bourgogne-Champagne. Donc, AgroLigue qui est une société de conseil indépendant pour accompagner les agriculteurs donc, sur une agriculture régénérative pour atteindre une performance économique et environnementale. Et donc, je vais vous développer aujourd'hui mes observations au cours d'un voyage que j'ai effectué en Amérique, où j'ai travaillé 6 mois au sein du Rodel Institute. Donc, j'ai accompagné Louis Pérusse au cours d'un tour de plaine. Donc, Louis Pérusse, qui est un conseiller indépendant en agriculture de conservation des sols. Donc, tout d'abord, au Rodel Institute, donc, qui se trouve en Pennsylvanie, donc la côte est des États-Unis. Pour se situer rapidement, disons, 1 heure et demie de New York, 1 heure de Philadelphie. Voilà, et j'ai travaillé, voilà. Donc, qu'est-ce que le Rodin Institute? Le Rodin Institute, donc, c'est vu aujourd'hui comme l'un des pionniers de l'agriculture biologique régénérative. Ça peut être étonnant quand on parle des États-Unis, c'est pas forcément un type de modèle auquel on pense, mais en fait, c'est créé depuis après-guerre, depuis 1947 par Monsieur Rodel, donc, qui était un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'édition, notamment de journaux, et qui était passionné par l'agriculture biologique, qui voulait produire donc des aliments sains, tout en respectant les sols et l'environnement, pour ensuite préserver notre santé en quelque sorte. Et donc aujourd'hui, le Rodin Institute, c'est 7 centres à travers tous les États-Unis, donc des fermes expérimentales, pour étudier et donc mettre des expérimentations en agriculture biologique régénérative et pour les comparer donc finalement au système conventionnel et ça statut en quelque sorte d'association. Voilà, rapidement. Donc, pour vous décrire un peu le contexte donc, de la maison mère en laquelle j'ai travaillé pendant 6 mois du Rodel Institute, donc ça se trouve en Pennsylvanie, comme j'ai dit. En type de climat, c'est un climat qu'on pourrait caractériser de subhumide, c'est-à-dire qu'on a des hivers qui sont quand même froids, mais de très fortes précipitations tout au long de l'année, plutôt régulières, autour de 1100 mm par an. Et donc, on a des étés qui sont chauds et humides. Voilà. Voilà. En termes de sol, on a été plutôt sur des sols plutôt équilibrés, des sols limoneux argileux qui s'appelleraient eux des loams limoneux. Voilà. Pour rester sur l'histoire du climat, aux États-Unis, quand je leur parlais donc d'irrigation du maïs, ils ne savaient pas ce que c'était. L'irrigation du soja, ils ne connaissaient pas parce qu'ils ont des fortes précipitations tout au long de l'été. Au courant de l'été, c'est presque un climat tropical. Donc voilà, pour vous décrire rapidement les différents essais qui sont menés sur cette ferme expérimentale. Donc vous avez un essai système agricole que je vais vous développer ici, un essai système maraîcher, un essai système d'impact sur des bassins versants, on sait qu'ils étudient l'impact de différents systèmes et différentes techniques sur la qualité de l'eau, des essais sur du chanvre, que ce soit sur de la fibre, du grain, mais aussi du CBD, des porcs en plein air, notamment sur la gestion des parasites, et sur la gestion intégrée des adventices. Et donc, le point commun à tous ces essais, c'est que c'est toujours, en quelque sorte, centré sur l'agriculture biologique et en comparaison avec ce qui se fait en agriculture conventionnelle. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter donc, le plus vieil essai qui est encore présent aujourd'hui sur le site du Rodin Institute, sur la maison mère, que le Farming System Trials, excusez-moi pour l'accent. Donc, il y a un essai qui est mis en place depuis 1981. Donc, c'est un essai long terme, ça fait plus de 40 ans qu'il est. Et donc, l'objectif de cet essai, c'est de comparer 3 types de systèmes. Donc, le système conventionnel américain. Donc, le système conventionnel américain dans cette région, c'est constitué d'une rotation type soja-maïs, OGM, voilà, avec utilisation de fertilisants
pour alimenter la production, pour gérer les adventices d'utilisation de produits phytosanitaires, donc notamment le glyphosate, avec les résistances aux OGM que ça se fait. Voilà. Et ensuite, deux systèmes d'agriculture biologique, avec un premier système légumes, donc ici, qui est en fait un système céréalier biologique, avec une rotation constituée, oh, excusez-moi, avec une rotation constituée de maïs, soja, blé, avoine, avec des couverts végétaux qui sont, donc avant maïs, des couverts donc, de vésolu et des couverts avant soja de sel. C'est des couverts purs, tout bon. Et ensuite, un troisième système qui est le système Manure, donc qui caractérise le système polyculturel en agriculture biologique, avec une rotation constituée donc de 3 ans de prairies temporelles, constituée de luzerne et leptines, suivi d'un maïs en silage, d'un maïs grain avec un couvert précédent, donc de velu toujours, d'un soja avec couvert de sel, blé, avoine, et l'ensemble de la fertilisation provient donc du rôle des couverts végétaux comme pour le système légumes, mais en plus par l'apport de fumier qui provient du système élevage. Et chacun de ces systèmes, on continue à vous décrire l'essai, est divisé en deux niveaux de travail du sol. Donc un niveau qui s'appelle full tillage, donc FT, qui est en fait le niveau travail du sol intensif, donc ce qui se fait de façon traditionnelle. Pour le système conventionnel, c'est un passage de cisaille suivi d'un passage de cultivateur à disque. Et parce que, en fait, de façon conventionnelle, dans cette partie des États-Unis, dans la majorité des États-Unis, aujourd'hui, on ne l'a plus. Notamment pour des problèmes d'érosion suite au Dust Bowl. Voilà. Et un deuxième niveau, qui est le niveau donc, de reduced tillage, donc de travail réduit du sol, qui est ici du semi-direct ou no-till pour les Américains. Ensuite, pour le système biologique, pour les systèmes biologiques, vous avez toujours deux niveaux de travail du sol. Donc, le full tillage, travail intensif, qui est labour, suivi de disque et un passage de vibro. Et enfin, le système qu'ils ont développé au Rodin Institute, qui est, pour traduction française, semi-direct de rotation, rotational no-till. Et donc, c'est une sorte de semi-direct, mais uniquement pour implanter les cultures de printemps. Donc, pour développer donc, ce système d'organic rotational no-till system, donc de semi-direct rotation, qu'ils ont essayé de mettre en place, l'idée, c'est de essayer d'introduire le semi-direct en agriculture biologique, tout en se passant des produits phytosanitaires pour contrôler les adventices. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je me suis rendu aux États-Unis et particulièrement au DEL, c'est essayer de comprendre comment on peut réaliser donc un système de semi-direct tout en se passant des molécules de désherbants totaux qui sont par exemple le glyphosate. Alors, pour essayer de répondre à ces problématiques, dans les années, ça date des années 90 là-bas, où Jeff Moyer, donc, qui était le chef d'exploitation du Rodin Institute, de la ferme du Rodin Institute à l'époque, a fait importer des rouleaux FACA du Brésil, qu'ils appellent eux, des roller climbers, et donc ils ont modifié, adapté pour leur système de culture. Donc c'est l'image que vous avez à votre droite, donc c'est un rouleau FACA avec des lames perpendiculaires au rouleau, et à l'intérieur il y a de l'eau, donc pour apporter le poids de la structure du rouleau, et ça permet ainsi de faire varier le poids de l'engin. Et donc l'idée est de rouler les couverts végétaux une fois qu'ils sont à floraison. Il faut atteindre, généralement on dit 50% des fleurs du couvert sont présentes. Pour le rouler, le but ce n'est pas de couper le couvert, mais juste écraser la tige de façon régulière pour qu'ensuite le couvert se dessèche, en quelque sorte. Il ne puisse pas repartir. Et donc ça, c'est mis en place dans ce système de rotation de semi-direct. Donc voici le résultat suite au passage de ce rouleau FACA, ce roller crimper. Et donc à votre gauche, vous avez donc un couvert de veste velue sur lequel a été semé en direct du maïs. Donc toutes les photos que vous voyez là, c'est en agriculture biologique. Et ensuite, les couverts de seigle à votre droite, qui sont pour des semis de soja. Donc, vous voyez, les couverts qui sont très importants, notamment au niveau du seigle. C'était du seigle qui faisait 2 mètres de haut. Et par contre, la veste était un peu plus petite, mais c'était très dense. Et vous voyez, par contre, autre chose, un point important, c'est au niveau des dates. Donc, on était début juin. Donc, c'est vrai que dans la région, les semis de maïs sont
plutôt tardif par rapport à en France. On est aux alentours, disons, mi-mai. Et là-bas, ils sont obligés d'attendre jusqu'à début juin parce qu'au final, la de semis est conditionnée par le stade du couvert végétal. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre la floraison de ce couvert pour le détruire et pour mettre le semis. Donc, spontanément, ceci me posait plusieurs questions, parce que du coup, on manque de flexibilité, etc. Et un autre problème, pour lequel je n'encouragerais pas à faire ce type de pratique en France, c'est au niveau de la consommation d'eau. J'ai pas de chiffres à vous donner parce que j'ai pas eu le temps de faire les expérimentations et puis je voulais pas penser. Et donc, du coup, pendant tout le temps où le couvert est développé, il consomme de l'eau pour défendre le développement de biomasse, etc. Et c'est de l'eau qui sera plus disponible ensuite pour la culture. Et donc, généralement, ils n'avaient pas ce problème parce que de façon continuelle, ils ont des précipitations très régulières, donc ils n'ont jamais rencontré ces problématiques, sauf l'année où c'est que j'étais, où durant le printemps, on n'a pas eu d'eau. Et du coup, c'était très marquant, on voyait les différences, où le couvert qui était détruit de façon biologique avec le rouleau Finger, le rouleau Fagan, consommait de l'eau et continuait son développement jusqu'à la floraison. Et le système où c'est qu'on détruisait un couvert à l'aide du glyphosate, un mois, voire 2 mois avant le semis, qui permettait d'économiser de l'eau. Après, l'eau est arrivée, du coup, ça va être compensé. Mais c'est pour revenir un peu sur ce qu'on peut retrouver en France, on a un gros problème de tendance très hydrique avec des étés de plus en plus secs et des printemps de plus en plus secs. Ouais, ça va trop vite. Donc là, c'est un bon mois après la période de semis. Donc à votre droite, la période des semis donc de soja. Vous voyez tout de même que le couvert de seigle a permis de bien retenir, de rester en tant que paillage, d'éviter le développement des adventices. Donc il a fait son boulot de par sûrement l'impact aussi allélopathique du sel et aussi de sa composition très carbonée qui le fait en sorte qu'il se dégrade pas trop vite et qui donc prend son rôle de paillage et protège le sol. Mais par contre, comme vous pouvez voir à votre gauche, sur le couvert de veste velue en maïs, où vous avez quand même un développement d'adventices très important, parce que donc ce couvert de veste velue qui est très riche en azote se dégrade très rapidement et donc permet juste de gagner du temps au maïs pour qu'il se développe et qu'il puisse prendre le dessus. Vous avez quand même des beaux maïs qui se développent. Vous pouvez voir à votre gauche, c'est de l'organique, hein. C'est de l'agriculture biologique. Mais vous avez quand même cette présence d'adventices. Ici, c'est un système de binage en interrang qui permet donc de détruire et d'entretenir l'interrang, donc détruire les adventices, sans pour autant détruire le couvert végétal. Parce que cette idée, c'est de conserver ce paillage de couvert pour limiter le développement des adventices. Si quand même il y en a quelques-uns qui arrivent à passer, l'idée c'est de passer avec ça. Et vous avez donc un premier disque ouvreur suivi de deux ailettes, ce qui permet de couper de façon très peu profonde les adventices. Et le fait qu'il y en a. Voilà. Donc, en termes de rendement, les résultats que je vous présente, donc ça, c'est les résultats d'une étude qui a été faite donc, pour fêter en quelque sorte les 40 ans de l'essai. Donc ici, ce sont le blé et l'avoine. À votre gauche, donc le blé, à droite, l'avoine. Donc, sur le blé, comme vous pouvez voir, vous avez au final des rendements qui sont équivalents entre le système conventionnel et le système biologique, avec les LED qui permettent de faire une différence significative. Système donc conventionnel, légumes, ce qui était le système d'agriculture biologique céréalier pur, et Manure, qui est le système polyculture élevage. Et comme vous pouvez le voir, donc, on n'a pas des grandes différences significatives à part entre le système polyculture élevage et le système céréalier classique, de par l'apport de fumier qui fait la différence, mais aussi la culture de prairie temporaire en amont. Et comme vous pouvez voir quand même, on a des rendements conventionnels qui ne sont pas très élevés non plus, qui sont, disons, loin de ce qu'on pratique en France, avec aux alentours donc de 30 quintaux au maximum en moyenne. Ce qui peut peut-être expliquer le fait qu'on a un peu les mêmes rendements en agriculture biologique. Et sur l'avoine, par contre, on a juste donc le système polyculture élevage biologique et le système céréalier classique biologique. Et donc, on voit encore une fois les mêmes résultats avec une différence d'un système plus productif en système polyculture élevage de par l'apport donc de ces fumiers et de ces prairies temporaires. Ici, donc, c'est toujours sur des rendements, cette fois-ci de maïs, avec à votre gauche les rendements moyens en maïs en tonnes
par hectare, et donc avec les trois différents systèmes. Donc c'est entre 2008 et 2020, cette moyenne, où on voit donc pas de différence significative entre le système conventionnel et le système polyculture élevage biologique, encore une fois, mais on voit qu'ici que le système biologique céréalier décroche. Donc la conclusion serait qu'au final, un système à polyculture élevage biologique serait équivalent à un système conventionnel. Encore une fois, leur système conventionnel est très performant, avec on était autour de 75 quintaux, alors que dans la moyenne de l'État, on est plutôt autour de 100 quintaux. Et ensuite, au niveau, donc, à votre droite, vous avez un autre graphique, donc, de l'année, c'est les résultats de l'année 2016. Et donc, spécifiquement, parce que c'était une année qui était très sèche. Et donc, l'objectif ici, c'est de démontrer que les résultats, les rendements en agriculture biologique sont supérieurs en période très sèche en comparaison avec des systèmes conventionnels. Donc, en moyenne, à hauteur de 31%. Il a été fait sur l'ensemble des années sèches durant l'essai. Comment expliquer ces résultats? De par l'enrichissement en matière organique sur les apports de fumier, de par la mise en place aussi de prairies temporaires dans le système polyculture élevage qui continue d'accroître la quantité de matière organique dans le sol. La différence était d'un demi-point de taux de matière organique entre les deux, 4,5 pour le système polyculture élevage, 4% pour le système conventionnel et légumes. Et dans le système céréalier biologique, avec la mise en place des couverts, donc continuer à augmenter la matière organique fraîche et la matière organique dans le sol, qui participent donc à une meilleure rétention de l'eau et à une meilleure résistance au système en cas de stress hydrique. Mais aussi le rôle du paillage du couvert quand même, qui rend son rôle, qui permet d'économiser aussi de l'eau durant la phase de croissance, en ayant consommé donc avant le SMI et durant la phase de croissance, qui permet d'économiser de l'eau. Voilà comment on peut expliquer ces résultats. Voilà. Et enfin, ça, c'est un graphique que j'ai effectué durant mon travail là-bas. C'était parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de graphique pour démontrer donc, les différences de rendement sur la culture du soja, sur cet essai. Donc, conventionnel, DCNV, qui sont en fait du conventionnel diversifié, c'est qu'ils ont introduit la culture de blé et la mise en place d'un couvert vertical de sec. Et ensuite, les deux autres systèmes, légumes, vous avez compris, les mineurs. Et donc là, on observe au final que le système conventionnel est plus performant et le système diversifié d'autant plus, avec l'introduction d'une troisième culture et la mise en place d'un couvert, surtout, et par rapport au système organique, uniquement pour la culture du soja. Ici, la structure du sol. C'est donc le graphique représente la profondeur à laquelle on peut enfoncer un pénétromètre, donc une tige en acier, avec une pression de 300 PSI, c'est pounds per square inch, c'est l'équivalent d'une vingtaine de bars. Donc, parce que normalement, d'après les revues scientifiques, c'est la pression jusqu'à laquelle une racine peut exercer une pression pour explorer la profondeur du sol. Donc, si on dépasse cette pression et qu'on n'arrive pas à pénétrer dans le sol, ça veut dire que la racine ne peut pas y aller, donc il y a une compaction. Et ce qu'on observe ici, c'est le système donc conventionnel à votre droite peut aller moins profondément dans le sol que les systèmes biologiques. Alors, comment expliquer cette différence de résultat? Tout d'abord, parce que dans le système conventionnel, on a totalement abandonné le système de labour, ce qui n'est pas le cas, et je n'ai peut-être pas été assez clair d'ailleurs, dans les systèmes biologiques mis en place dans cet essai. C'est-à-dire que même dans le réducilège, donc RT que vous voyez ici, vous avez toujours du labour qui est pratiqué en amont du développement de l'installation des couverts végétaux. Donc, chaque année, vous avez quand même de la pratique du labour, même sur la pratique rotational motive, c'est pour ça qu'ils appellent ça du semi-direct de rotation, parce que le semi-direct n'est pas strict. Vous imaginez ma déception quand je suis arrivé et que j'ai vu ça, parce que je m'attendais justement qu'on ait trouvé la solution pour faire du semi-direct sans se passant du glyphosate. C'est pas le cas, on n'a pas encore trouvé. Donc, du coup, voilà. Et en fait, concrètement, ces résultats nous prouvent qu'on peut aller, les racines peuvent explorer la profondeur travaillée, donc jusqu'à 30 cm pour les systèmes biologiques, 20 cm pour le passage du sidèle en agriculture conventionnelle et jusqu'à 15 cm
parce qu'il y a une compaction, le sol qui s'est recompacté en semi-direct strict en agriculture conventionnelle, il s'est recompacté à 15 centimètres de façon naturelle, parce que il n'y a pas eu de mise en place, notamment, c'est l'une des hypothèses, ça pourrait être qu'il n'y a pas de couverts végétaux dans les systèmes de semi-direct strict conventionnel américain. C'est juste du semi-direct, ça s'appelle du no-till. C'est pas de l'agriculture de conservation des sols. Et donc, s'il n'y a rien pour maintenir ces structures du sol, donc des racines qui viennent du couvert, ces sols ont tendance à se prendre en masse, ce qui explique ceci, ce résultat. Voilà. Donc, un autre essai, donc Vegetable System Trials, je vais passer plus rapidement. Donc, c'est un essai qui date de 2017. Ça va intéresser donc les maraîchers sur sol vivant. Donc, c'est un essai qui a pour but de comparer un système biologique et conventionnel de production maraîchère avec un système toujours de travail du sol intensif et un travail du sol réduit. Donc, un travail du sol intensif basé sur l'utilisation d'un paillage de plastique, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Vous avez des buts avec un paillage plastique pour éviter que les adventices poussent. C'est ce qui se fait de façon conventionnelle aux États-Unis. La majorité utilise du plastique. Et que ce soit biologique ou conventionnel, même si on utilise du plastique, c'est toujours biologique. Et en termes de culture étudiée, vous aviez la pomme de terre, la courge, la laitue, les haricots verts, le maïs doux. Et donc, les paramètres étudiés pour cet essai sont les rendements, mais aussi la densité nutritionnelle, ce qui est très intéressant, parce que l'objectif, c'est de voir si en fonction des méthodes et des systèmes, on a une qualité nutritionnelle des aliments qui est différente. La résilience par rapport à la sécheresse, la résilience aux insectes, aux maladies, pression des mauvaises herbes, et ainsi que la rentabilité. Donc, voici quelques photos. Donc, les couverts qui sont mis en place dans les systèmes biologiques, mais aussi dans les systèmes donc, de réduction du travail du sol, c'est des couverts qui combinent veste velue et sel. Hein. Et à votre droite, vous pouvez voir donc, ce qu'on pourrait qualifier de plantation directe, en quelque sorte, de courges dans un couvert qui a été roulé, donc de veste velue soja. De veste velue, pardon, veste velue sel. Et à votre, donc, en biologique, à votre gauche, donc la photo de gauche, et en conventionnel avec une destruction par glyphosate, un mois avant plantation, à votre droite. Donc, pour détailler un peu la méthode de plantation, donc à droite, vous avez le planteur, c'est un système en fait de disques, il me semble que c'est une machine canadienne, avec un disque, et après, donc vous avez, qui permet de mettre les plants, ça tombe dans le gros, et après, ça se referme par les deux roues de rappuie. C'est pas idéal, ça ne refermait pas très bien, et du coup, ils ont essayé aussi un autre paramètre, un autre essai, c'était de passer tout d'abord avec une dent, qui permettait donc une sorte de soleuse en quelque sorte, qui permettait donc d'ouvrir un égout. Bon, donc on n'a pas encore, pour revenir là sur cet essai quand même, et on n'a pas encore des résultats qui sont publiables en quelque sorte, et comme je n'ai pas travaillé d'un point de vue sur l'élaboration d'un point de vue statistique, je n'ai pas les résultats à vous présenter, je peux juste vous dire ce que j'ai constaté. C'est au final donc les systèmes donc, de réduction du travail du sol ou en maraîchage, au final, c'était un peu le même constat que pour les maïs, où le couvert ne permettait pas de maintenir suffisamment les adventices. On avait un gros développement d'adventices qui venait concurrencer rapidement les cultures. Donc, une grosse différence de rendement entre systèmes conventionnels et biologiques en travail du sol réduit, parce que le couvert avec contrôle par broie chimique avec le glyphosate permettait tout de même de contrôler donc les adventices. Et on a encore une fois une grande différence entre les systèmes donc, plastiques, qui permettaient donc de maintenir une humidité, pas de consommation autre que la culture de l'eau, donc pas de consommation autre que pour l'eau, et de limiter le développement des adventices. Et pour les premiers résultats vis-à-vis de la densité en nutriments des aliments produits, il n'y a pas de différence significative, excepté pour les courges, où il y a plus d'éléments nutritifs en méthode d'agriculture biologique. Un autre essai qui a été mis en place, c'était la première année, c'était un essai dans un couvert permanent de trèfle Cura. Donc, ça se pour une rotation toujours soja-maïs, qui a été mis en place d'abord par l'USDA, donc qui est en fait
le ministère de l'Agriculture américain. Donc, c'est des choses, c'est une pratique qui se fait, donc j'ai vu chez les agriculteurs aux alentours, qui fonctionne. Et donc là, ils voulaient mettre en place au Revel, c'était la première année. Donc, qu'est-ce que le trèfle Cura? Ça s'appelle aussi, là-bas, ça s'appelle le trèfle Cura, mais ça s'appelle ici le trèfle caucasien. Donc, c'est vraiment un trèfle qui met beaucoup de temps à s'installer, mais qui est très compétitif, très agressif et qui reste pour longtemps, vraiment sur le long terme, 4-10 ans. Et donc, pour implanter les cultures, c'est généralement un système de strip-till pour implanter la culture de printemps avec un système de strip-till sous forme de fraisage localisé, comme vous pouvez le voir avec cette machine. Donc, ça, c'était sur l'essai. Et donc, l'essai n'a vraiment pas été concluant pour faire les retours, donc les bons et les mauvais, parce qu'au final, le trèfle a mis trop de temps à s'installer. Et on a eu des développements d'adventistes très importants, et parce que c'était la première année à faire à suivre. Et c'était intéressant et encourageant sur des cultures de printemps. Voilà. Donc maintenant, je passe sur la deuxième partie de ma présentation, où je vais vous parler de mon voyage, cette fois-ci, partie du Québec, où j'ai eu la chance de rencontrer Louis Pérusse, donc, qui a fondé la société FPV Agrologique, et donc un conseiller indépendant en agriculture de conservation des sols, et particulièrement sur semi-direct, sous couverture végétale, d'où le nom de son entreprise, sur l'ensemble du Québec, il accompagne donc des agriculteurs. Donc, Louis Pérusse a été formé par, par Lucien Segui. Il s'est installé en tant que conseiller indépendant depuis 2009 et il a été formé par Lucien Segui de 2008 à 2020. Et donc, le chercheur du CIRAD, un des chercheurs du CIRAD qui a développé donc le SMIDIRECT sous couverture végétale autour du globe, dans tous les différents types de climats, il me semble. Et c'est vraiment cette rencontre qui l'a poussé dans cette voie-là à vouloir développer les SMIDIRECT sous couverture végétale au Québec. Et aujourd'hui, il accompagne euh, un grand nombre de fermes, au total, c'est sur 16 000 hectares. Donc, il a notamment travaillé sur le développement des céréales d'automne au Québec, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ans de cela. Il n'y avait pas beaucoup de céréales d'automne, c'est justement, ils avaient peur que ce climat rude du Québec, très très froid, jusqu'à moins 30 degrés, les céréales d'automne ne résistent pas. Mais en diminuant les coûts, donc la prise de risque, de par le semis à la volée, voilà. En fait, sous la neige, la température est proche de zéro, donc les céréales survivent. Et aujourd'hui, en fait, en 15 ans, on a vu au Québec, il y a beaucoup plus de personnes qui font cette pratique et qui mettent en place donc le semis du blé à la volée. Donc ici, c'était une photo d'un blé à la volée dans une févrole. Voilà. Ceci peut être appliqué aussi sur des cultures de soja. Donc, on sait que dans la culture de soja, directement, on sort de relais cropping. En fait, le soja est encore présent, passe avec un distributeur engrais pour épandre donc les grains de blé. Au moment où c'est que le soja commence à régresser en termes de changer de couleur, en fait. Et comme ça, moi, sur la récolte du soja, vous avez déjà le blé qui a implanté. Parce que l'une des grosses problématiques du Québec, que j'aimais bien, avec le climat très froid et des saisons de culture très courtes, l'objectif est d'optimiser cette saison courte et d'avoir toujours quelque chose qui croît et qui est présent sur, euh, sur les parcelles. Donc à gauche, vous voyez après le semis, et après. Et donc, comme je vous disais, des saisons qui sont très courtes. Donc, c'est très compliqué de mettre en place des couverts végétaux après la récolte des cultures printemps, comme le maïs, qui se récolte tout de même très tard. Et ensuite, directement, vous avez la neige des fois qui arrive, donc c'est très compliqué pour développer les couverts végétaux. Donc, la solution qui a été mise en place dans le Soterus, c'est d'implanter le couvert végétal dans le maïs. Donc, généralement, ça se fait lorsque le maïs est au stade 3-4 feuilles, à la volée, toujours. Donc, c'est les maïs qui sont constitués, c'est des couverts qui sont constitués de différents types de radis. Donc, radis fourragé, radis chinois, voilà, différents types de radis, des trèfles, notamment le trèfle Alexandrie, trèfle incarnat. Et en fait, pourquoi ça fonctionne au Québec? C'est parce que vous avez beaucoup d'eau. Donc, il n'y a pas de compétition, notamment, il n'y a pas de stress hydrique durant la phase de croissance. Du coup, le couvert ne gêne pas la culture du maïs en place. Et comme il est déjà installé en amont, il a le temps de prendre le dessus. Et comme vous voyez, à votre droite, après la récolte du maïs, vous avez un couvert qui est en place, qui va continuer de fonctionner même durant tout l'hiver, même s'il ne produira pas une grosse biomasse. Au moins, il y a des racines qui tiennent la structure, qui entretiennent la porosité, qui entretiennent l'infiltration de l'eau et qui continuent de croître. C'est le but donc des semis directs sous couverture végétale. Ensuite, autre chose que je peux vous présenter toujours dans le maïs, donc sur des systèmes plutôt d'élevage. Donc,
En reprenant le même système que pour la mise en place de couverts, en introduisant d'autres cultures, à savoir le lablab et la VSVelu, qui en fait permet d'augmenter la MAT des ensilages dans un souci d'autonomie azotée, d'autonomie protéique des exploitations, en augmentant donc le produit ensilage qui est riche en énergie, mais au faible en protéines. Et de par l'introduction de légumineuses, comme le blabla, qui sont plutôt tropicales, et la velue, on obtient un ensilage de plus haut en termes de matière azotée totale. Ça, c'est intéressant. Ensuite, toujours sur la partie élevage, la mise en place et le développement de prairies multi-espèces, donc des prairies qui sont constituées d'une dizaine d'espèces au final, avec l'idée, c'est d'introduire des espèces annuelles et pérennes pour faire un semis notamment courant le printemps, courant le printemps qui se termine, qui arrive très tard au Québec, en printemps, et en fait pour effectuer une première coupe de par les espèces annuelles qui puissent être valorisées et préserver donc les espèces plus pérennes qui mettent plus de temps à se développer, qui vont ensuite se retrouver sur 2, 3 ans par la suite, et les espèces annuelles qui vont disparaître à la première coupe et au premier hiver. Donc l'objectif, c'est que l'ensemble de cette diversité d'espèces vienne se compléter et on a un système qui est beaucoup plus résilient au final, beaucoup plus résilient, beaucoup plus régulier, avec des résultats très intéressants. Voilà. Donc ici, un système en pommes de terre, où en fait, donc là c'est plutôt la partie un peu plus au nord du Québec, on s'éloigne un peu du fleuve Saint-Laurent. Et c'est donc un système où c'est le système pomme de terre qui fait beaucoup de plus-value sur juste la pomme de terre. Et en fait, ils ont tendance à faire revenir très régulièrement la pomme de terre dans la rotation, voire même faire de la monoculture. Et donc l'idée, c'était de mais casser cette monoculture en introduisant un couvert qui régénère pendant une année entière, sacrifier pas mal de culture, juste mettre un couvert pour nourrir le sol et permettre ensuite de rattraper sur les pommes de terre. Et donc, c'est des couverts, encore une fois, qui sont très diversifiés. Donc, vous pouvez le voir, vous avez du pois, vous avez beaucoup de différentes espèces, de différents types de radis. Encore une fois, c'est que cette diversité d'espèces au sein du couvert viennent se compléter et effectuer donc, le travail du sol et se compléter ensuite dans le développement de masse, etc. Ici, donc, c'est un couvert qui est implanté après nivelage. Parce qu'au Québec, ce qu'il faut retenir quelque chose, c'est qu'en France, on a un problème, enfin, avant, on a eu un problème de sécheresse, etc. Donc, plutôt de manque d'eau. Au Québec, c'est l'inverse, ils ont trop d'eau. C'est-à-dire que pendant tout l'hiver, vous avez la neige qui s'accumule, 2 mètres de neige, enfin 2, 3 mètres de neige qui s'accumulent pendant tout l'hiver. Et au printemps, le fond. Et donc, vous vous retrouvez au printemps, quand vous allez devoir semer au plus tôt de printemps, et notamment des céréales, et bien, avec un excès d'eau, ça fait ça qu'on peut retrouver cette année, mais là-bas, c'est tous les ans. Et donc, un gros travail sur le nivelage, tout d'abord, pour faire en sorte de bien écouler l'eau, qu'elle ne stagne pas pour ne pas détruire les cultures. Et ensuite, ce travail de nivelage, la mise en place donc, de couverts pour restructurer le sol, pour régénérer tout ça, remettre de la biomasse, relancer la vie biologique. Et ensuite, vous pouvez voir en semi-direct, donc par la suite, du seigle, chemin direct à l'automne là-dessus, pour repartir donc dans un cycle avec la mise en place de couverts, etc. Ici, donc quelque chose que je n'ai pas vu, mais je trouvais ça intéressant qu'il m'avait montré donc, en expérience, donc ça date de 2013 si je m'abuse, où il avait fait un essai justement de luzerne en culture vivante, en couverture permanente avec l'introduction de maïs. Et comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas de problème de stress hydrique là-bas, parce qu'ils ont des précipitations qui sont très régulières. Et donc, c'est des essais, donc c'est juste une image qui parle d'elle-même, que je trouvais intéressante de vous présenter aujourd'hui, avec à droite un travail réduit du sol, deuxième année de maïs, avec juste 35 unités d'azote pour les deux parcelles, avec les deux qui ont un peu de fumier quand même à l'automne. Donc, on va voir quand même, je trouve ça joli d'avoir la couleur verte justement à droite dans le système luzerne vivante et maïs, et de rendement que tu dans l'ensemble plutôt similaire, mais je trouve que c'est un système qui fonctionne si on enlève la problématique du stress hydrique comme on peut le retrouver en France. Merci pour votre attention. C'est ça. Eh bien, merci à tous les deux pour ces super présentations. Je pense que ça va pas mal faire réfléchir donner pas mal de pistes de travail aux agriculteurs français. Donc ça, c'est super parce que ben, il y a pas mal de gens qui vont faire des voyages à l'étranger, mais qui gardent les infos pour eux. Donc là, vous avez tout partagé, c'est génial. Et pour rebondir là-dessus, justement, j'ai quelques questions qui sont arrivées dans le chat que je vais vous lire. Donc ça, on va faire par ordre chronologique, hein. Adrien, c'est pour toi. On me demande, alors,
Donc là, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout, le bokashi. Donc c'est question concernant le bokashi. Peut-on ouvrir la bâche à chaque curage d'un bâtiment? Ça, c'est une très bonne question. C'est ce enfin, on réfléchit à ça actuellement. Pour moi, oui, si à chaque fois qu'on met de la matière, on recompacte derrière, qu'on rebâche derrière, pour moi, oui, il n'y a pas gros de problème. Mais c'est juste une hypothèse, c'est pas vérifié. On travaille actuellement dessus là au CERF France et on met des essais en place, mais je ne peux pas être sûr à 100% là-dessus. Dac. Question suivante. Alain qui nous dit, bonjour, super intéressant. Où peut-on retrouver des infos en français, parce que tout le monde n'est pas anglophone, pour faire son composteur Johnson Su et son bokashi? Merci à toi. Et ben, le Johnson Su, il faut taper David Johnson sur Internet. Enfin, Johnson Su, David Johnson, il y a plein d'infos pour le faire. Pour le Bokashi, c'est un peu plus compliqué. Peut-être aller du côté de Agriton. Agriton, je sais, ils ont fait un prospectus là-dessus, mais je ne sais pas s'il est accessible sur Internet. Euh, mais ouais, ça serait Agriton plutôt, pour le Bokashi. Mais mettons pour Johnson Su, je mets Johnson Su sur Google, je vais trouver un peu de doc en français, quoi. Ah ben non, ça va être en anglais, oui. Par contre, ça va être... Voilà, c'est ça le souci pour Ouais. le public français, c'est un peu compliqué si Ça on va parle être pas en anglais. anglais. Ouais. Après, il peut m'envoyer un message, je peux lui dire, enfin, transmettre en français les infos. J'ai envie de te dire, il te reste plus qu'à rédiger un article sur le performance. Voilà. Toujours à continuer à poser des questions, bien sûr, hein. Question suivante que j'ai, là, je pense qu'elle est plus pour toi, Antonin. Est-ce qu'au Canada, tu as vu du travail sur du semis de couvert sous la coupe, ce genre de choses? Sur la coupe, non, moi je vous disais, c'était plutôt sur les systèmes maïs, au final. Ah non, non, je dis une bêtise. Si, si, je l'ai vu, mais en fait, ils le font beaucoup plus tôt que nous. Ils le font plutôt, du coup, je ne l'ai pas vu, j'ai vu que le résultat, on en a parlé, je n'ai pas vu la période de semis, j'ai vu le résultat, en fait, c'était une prairie. Leur idée, c'est de semer, en fait, c'est dès que la reprise de la céréale d'automne, c'est-à-dire que là-bas, quand ça commence à fondre, etc., c'est plutôt au mois de mai, ils sèment à la volée, donc, ce mélange à base de trèfle, généralement. Et ensuite, donc, il y a la culture d'hiver qui se développe, ils font la récolte, et après, comme ça, ils peuvent valoriser donc ce qui est couvert, et généralement, c'est plutôt pour de l'élevage. Ils arrivent à faire une coupe, généralement. Avec ça. Et c'est pas comme chez nous, on aurait tendance à faire un peu plus tard. Eux, c'est directement à la reprise de la végétation, courant mai, quand la neige est partie. D'accord. Peut-être une question. Justement, j'étais en Lituanie, donc un pays assez froid aussi. Je voyais que là-bas, les blés, ça se semait euh, fin août, début septembre. Peut-être que tu peux nous dire à quelle date on sème un blé au Canada? Lui, au Canada, donc il se met à la volée, il se met, ouais, il se met courant septembre, quoi. Courant septembre. Parce que moi, j'avais été potentiellement courant octobre, et les blés étaient déjà installés. Donc c'est ça, c'est courant septembre. D'accord. Les blés Alors, développés. question suivante. Hop, hop, hop. Je regarde. Moi, j'ai une question pour toi, Antonin. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Par rapport à la veste velue, là, souvent, quand j'en parle aux agriculteurs bio, ils ont peur de la veste velue parce que les graines restent trop longtemps dans le sol et puis elles ont une dormance indéterminée, là. Qu'est-ce qu'ils en disent là-bas au Rodal Institute, là? Mais ils ont raison, les agriculteurs. Donc justement, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à la façon dont au moment où c'est qu'ils vont détruire pour que la destruction soit efficace avec le rouleau fracas. Parce que c'est le cas, j'ai vu dans les parcelles, etc. Ce qu'on voyait au final, qu'il y avait toujours de la veste velue qui se développait. Vous disiez louper une fois le couvert, et après, c'est vrai que ça graine et c'est souvent, ça reste longtemps, quoi. Mais ils arrivent quand même à le gérer. Après, ils labourent tous les ans aussi, hein. Donc ils Ouais, ouais. enterrent, etc. les graines. Mais c'est vrai que ça a tendance à rester, et d'où la nécessité qu'ils faisaient très attention quand ils passaient leur rouleau faca et qu'ils attendaient que 50% des fleurs, ils faisaient très attention à ça pour que ça soit sûr de tout tuer. Pour pas que ça gêne. Ok. Voilà. Mais oui, ça reste longtemps. Tu as parlé aussi de compaction. Est-ce que tu as vu des gens travailler à la chenille, justement, pour le sujet de la compaction, ou c'est pas quelque chose que tu as vu? Je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu aux alentours. Ils avaient les beaux tracteurs, mais ils n'avaient pas trop de chenilles dans l'ensemble. C'est peut-être plus dans le Midwest, c'était peut-être plus dans l'Ouest. J'étais vraiment sur la vieille partie. L'exploitation n'était pas immense, hein.
C'est l'exploitation qu'on peut retrouver en France, c'est l'exploitation qui faisait entre 200 et 300 hectares. C'était pas monstrueux en termes de taille. Tac. Une question pour toi, Adrien. Tu as parlé de ton testeur à CO2. Dégagement du CO2 des sols, c'est un sujet qui est aussi en France. Est-ce que tu sais si ce testeur, on peut se le procurer, l'utiliser, trop cher, trop difficile d'accès ou ça se trouve facilement? Alors, Ben, lui, il avait fait importer des États-Unis, si je me trompe pas. Et donc, si vous avez 11 000 euros à mettre dans un testeur, bah, allez-y. Sinon, il faut trouver une autre solution. Bah, c'est quelque chose qui coûte, il m'a dit, plus de 10 000 euros. Donc, ouais, c'est très onéreux. D'accord. Je regarde si j'ai d'autres questions. Toc, toc, toc. Voilà. Pour les chenilles, jumelage des roues, t'as vu ça ou pas? Non, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'en ai vu Adrien ouais, ou du Antoine? jumelage d'euros, sinon. Du jumelage Ok, d'euros, oui. Et moi, pas du tout. En Angleterre, ils sont ok, sur des routes, enfin, toutes petites, avec beaucoup de haies autour des routes. Donc, dès qu'ils peuvent pas, il n'y a pas possibilité. Ouais. ok. Donc plutôt gestion de compaction à la chenille en Angleterre, quoi, comme on a vu sur le Fent. Ouais, Aussi. ouais, bah, et là, oui, ils bossaient beaucoup avec des chenilles. Ouais. En l'occurrence, dans les marais, ouais, des chenilles, des chenilles comme sur le 9RX et sur un 8RX, là, des chenilles triangles, là, pas des chenilles, pas trop des chenilles plates, quoi. Mais ouais, parce que dès que c'est humide, après, ils sont obligés pour avoir l'attraction, ils sont obligés d'avoir des chenilles, hein. Parce que les marais, enfin, c'est souvent, ça peut être très, très, très humide l'hiver. D'accord. Alors je vois que je n'ai plus de questions. Il est 19h30. Peut-être chacun un mot de la fin, quelque chose que vous avez retenu ou quelque chose que vous voulez transmettre en deux mots pour le monde agricole français ou ce que vous avez vu à l'étranger. Peut-être Adrien. Bah, moi, mon discours, c'est par rapport à ce que j'ai vu, ce qu'ils mettent en place en Angleterre par rapport à la sortie de la PAC, là, tout cet aspect de payer l'agriculteur pour ce qu'on lui demande finalement, payer pour ses gestes environnementaux, ce qu'il fait pour l'environnement. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans les actualités, là, et c'est ce qu'ils mettent en place en Angleterre. Donc, je trouve ça très intéressant. Et je me dis qu'on ferait bien de s'inspirer de ça pour nos agriculteurs. Euh, Comme ça permet de valoriser le métier de l'agriculteur, mais également de favoriser ces aspects environnementaux qui sont de plus en plus prégnants, on le sait. Donc ça, c'est vraiment ce que je voudrais faire passer ce soir. D'accord. À toi, Antonin? Pour les agriculteurs français, moi, je trouve on est vraiment pas tant en retard que ça. J'aurais même tendance à dire qu'on est en avance, parce qu'au final, c'est tellement l'expérience aux États-Unis. On attendait justement le relais de la cité, on en parle beaucoup, parce que ça fait partie des pionniers agriculteurs de la génération. Mais au final, j'étais un peu déçu, surtout par rapport en France, actuellement, j'ai l'impression que les agriculteurs français avancent très vite. Ça, ces 10 dernières années, ces 5-10 ans, avancent très vite dans la mise en place des couverts, etc., ce travail. Alors que j'ai trouvé les couverts plutôt modèles, plutôt simples, à base de seigle, de veste, plutôt simplistes par rapport à ce qu'on met en place en France. Juste des couverts d'hiver, couverts d'été. Là, j'en ai discuté justement, on parlait de semis sous la coupe. Ils laissaient moisson du blé. Après, ils nous attendaient pour mettre en place leurs couverts d'hiver. Alors qu'ils ont des super conditions pour développer des couverts monstrueux avec de l'eau, de la chaleur, des conditions tropicales. Donc, ils pourraient le faire. Mais je sais pas, ils n'ont pas encore cette culture, ils n'ont pas encore cette idée. Et j'ai trouvé qu'au final, en France, on n'était pas tant en retard que ça et qu'on est dans une bonne dynamique actuellement. Je pense grâce à l'ensemble des acteurs agronomiques, comme par exemple Bertrand Production, qui tendent à faire diffuser donc cette information. Mais la conclusion, ouais, c'est qu'au final, en France, on continue comme ça et à développer donc des systèmes agronomiques innovants et à faire avancer l'agriculteur comme on le fait aujourd'hui. C'est un beau mot de la fin. Je veux dire merci les gars. On a bien voyagé avec vous ce soir. Bien sûr, vidéo à retrouver en replay après sur Vers de Terre Production. Et si ils veulent vos contacts, n'hésitez pas à faire un message au Centre national d'agroécologie. Je donnerai, bien sûr, avec votre accord, votre contact s'il y a des personnes qui veulent vous parler. Merci Martin, merci à vous, bonne soirée. Merci pour l'invitation. Allez, bonne soirée les gars. Salut. Bonne soirée.